Användningen av biometri varierar mellan olika kulturer. I Asien vill man till exempel inte lägga fingret på en avläsare för fingeravtryck som någon annan redan har rört vid. Identifieringen måste ske utan fysisk kontakt. Istället känner man igen personen tack vare det som finns under huden.2002年ぐらいからですね、2004年度ぐらいまでかけて、偽造キャッシュカードの被害というのが急増しています。スキミングというもので、カードを偽造してですね、で暗証番号を何らかしらの形で盗んで、不正引き出しを行っていくという被害が多発したところが大きな背景であります。もう一つはですね、金融機関という公の場で使うものですから、いろんな方が簡単に使えなきゃいけないという観点で、手のひらであればですね、手をかざすだけで認証ができてしまうっていう、簡易性が受けているものであります。それでは準備ができましたので、お客様の静脈データを IC のチップの方に登録するところからご覧いただきます。それでは撮影ですけれども、登録の際には3回撮影を行います。じゃあ手を乗せていただきます。もうちょっと向こう。はい、一旦手を離してください。はい、じゃあ今度は最後3回目の撮影になります。お客様の静脈データの方が画面の方に出ております。これでお客様の静脈のデータが今 IC カードの方に登録されました。お客様がじゃあ来店されましたら、お引き出しの取引、そして先ほど登録しました IC カードの方を挿入します。はい、それでは実際に手をかざしていただきますが、先ほど登録しましたのは、右手ですので、画面の方ではご本人様ではないというふうに表示をされました。これでは、お取引をすることができませんので、じゃあ今度は先ほど登録をした右手を使って、操作の方をしていきます。そうしますと瞬時に、画面の方にはご本人様であるというふうに、切り替わっておりまして、これであとは金額の入力をしていただくことができるわけです。まずこれが新しいセンサーですけれども、ここから光が出ます。でこの光が手のひらに当たるとまず近赤外線という光を当てますので、それによって静脈の中を流れるヘモグロビンという成分がその光を吸収します。吸収するということは黒く映ります。それによって静脈の部分だけがこのカメラに黒く映る写真が撮ることができます。この血管のパターンといいますのは、それが一人一人違うというところで使っているわけですけれども、指とか他の顔とか、虹彩とかそういった部分に比べて非常に複雑性を持っています。で複雑であるということは他人との違いが出しやすいということになりますので、そういった意味でこの静脈というのが人の確認、本人の確認に使われています。市場に関してはだいたい年間、日本の単位で言いますと4000億円ぐらいの市場がワールドワイドにはあるというふうに思っています。で我々としては3年間で800億円というような目標で今ワールドワイドな展開を進めようとしています。
Förutom oföränderliga fysiska kännetecken som blodkärl, irisavläsning och fingeravtryck intresserar sig biometribranschen också för kroppens rörelser. Tanken är att rörelsemönstret ska avslöja vem vi är. La biométrie comportementale, c'est une biométrie en fait qui est basée sur des caractéristiques de l'individu, comme toute biométrie, mais des caractéristiques qui sont relativement variables, qui sont dépendantes de son comportement, comme par exemple sa voix, la façon de signer ou bien sa façon de marcher. Alors évidemment, ce sont des biométries qui sont beaucoup moins, je dirais moins stables, moins fiables que des biométries physiologiques que sont par exemple l'iris ou les empreintes, parce que on peut être assujetti à avoir par exemple un rhume qui va faire qu'on va avoir une voix qui va être déformée, ou bien on va être stressé, on va être fatigué, donc on va pas signer exactement de la même façon qu'un autre jour. Et donc il y a pas mal de rejets dans ce type de biométrie. Ça veut dire qu'il y a pas mal de moments où on ne sera pas capable d'identifier la personne à partir de sa biométrie. Donc là, en fait, j'ai un stylo aussi spécial qui va avec cette tablette. Et puis, je vais effectivement donc faire ma signature. Et en bas, ici, il y a eu le repérage d'un certain nombre de paramètres. Donc, il y a la position, c'est-à-dire l'endroit où je me trouve, qui va permettre de reconstituer l'image d'ailleurs. Puis d'autres paramètres qui sont la pression. Est-ce que j'appuie fort? Est-ce que j'appuie pas fort? Et puis deux autres paramètres qui tiennent compte de l'inclinaison du stylo. Par exemple, un gaucher ne va pas avoir la même inclinaison de stylo qu'un droitier. Donc, pratiquement, je signe. Et puis, je vais resigner une deuxième fois en faisant un geste quasi similaire. Donc, vous voyez que les paramètres, là, rouges, correspondent à la deuxième fois où j'ai signé. Ils sont pratiquement les mêmes que les premiers. Donc, ça veut dire que moi, j'ai une signature assez stable. Et là, le système va évidemment me reconnaître. Par contre, si je commence à signer très lentement, donc là, ce qu'on voit, c'est que le tracé des paramètres, en particulier, est assez différent. Et là, bien sûr, ma signature ne va pas être reconnue, bien qu'elle soit très similaire en termes d'image. Quelqu'un qui, par exemple, passerait 2 heures à essayer d'imiter votre signature, qui la récupérait sur votre lettre qui traîne sur votre bureau, le jour où il va se retrouver devant le système, il va aller lentement, il va essayer de faire ça parfaitement. Et le système, comme lui, il est capable de détecter des variations de vitesse, il va dire tout de suite que c'est un imposteur. Parce que la personne n'aura pas travaillé le geste, mais il aura travaillé finalement l'image statique. Donc il y a un double intérêt, améliorer la qualité de reconnaissance, parce qu'encore une fois, ce geste, il est mieux caractéristique de la personne que l'image. Et deuxièmement, pouvoir résister à la fraude. Inom biometrin försöker man idag analysera kroppens rörelser. Utvecklingen går snabbt och snart kommer man att kunna identifiera en person även på avstånd. Då behöver vi inte längre visa oss för en maskin. Vi blir identifierade utan att veta om det. This is a biometrics research laboratory, and in the laboratory it's designed so we can recognize you by your personal characteristic. Now the characteristics we're concerned with recognizing is recognizing you by the way you walk. So you walk through this tunnel and we recognize you from the pattern of your walking movement. But it's also to recognize me by my face and to recognize me by my ear. Now we do this by computer vision, which means we have a load of cameras. There is a face recognition camera, which is behind me here, and there are 4 cameras in the 4 corners. And they're then reconstructing me as I walk through the tunnel to recognize me from the way I walk. And you might say, well, what is this for? Well, it's like a gate. It's a biometrics gate, which can prevent or control access to a building. So we do a process which separates out the silhouette, which we do here. We separate out the moving silhouette from the background information. And then we end up with the walking human silhouette. Human motion is periodic, and the symmetry, you have an axis of symmetry down your body and you have an axis of symmetry down your legs. But when you're walking, you also have an axis of symmetry between the legs as well. And we then apply some more maths to the symmetry measures we obtain, and that extra mathematics comes out with a set of numbers.
And we can show that that set of numbers is the same for one person and different for different people. In that sense, we can then recognise you by the way you walk. Gerard Dubey är antropolog och han har studerat hur man använder biometri i skolmatsalar, på flygplatser och när visa ska utfärdas. C'est parce que dans l'espace public, les relations sont de plus en plus des relations à distance et de moins en moins des relations de face à face ou des relations de personne à personne, que se développe finalement ce sentiment d'insécurité quant à la source, quant à l'authenticité de l'information. Et là, on peut avoir l'impression que le retour au corps, ou le recours au corps plutôt, et à un certain corps qu'il faudrait là aussi définir, parce que c'est pas n'importe quel corps, le corps de la biométrie. On pourrait penser que ça va être un petit peu la panacée, la parade à l'insécurité et à l'instabilité, à l'incertitude engendrée par la société de l'information elle-même. Et la biométrie, d'une certaine façon, peut être perçue comme quelque chose qui vient assurer et stabiliser l'identité, puisqu'elle repose sur des données physiques, soi-disant objectives, inaltérables et infalsifiables. Donc on peut penser que ça rassure, ça rassure l'opinion publique, ça rassure les individus. Et en fait, ce qu'on a pu observer chez les premiers usagers de ces techniques, c'est que très souvent, ils reprennent, grosso modo, le discours des industriels et des promoteurs de ces technologies, qui consiste à dire que c'est plus sécurisant, c'est plus pratique, ça permet également de fluidifier ou d'accélérer les passages dans les zones de contrôle. Donc tout ça ne présente que des avantages. Ce qui nous a étonné, c'est ça, c'est l'absence ou la quasi-absence de résistance à la diffusion de ces techniques dont on pourrait penser qu'elles touchent à l'intimité, étant donné qu'elles concernent ce qu'on a finalement de plus propre et de plus singulier qu'est notre corps. On aurait pu penser qu'elles susciteraient davantage d'opposition, de réaction. Men är då biometri så säkert som dess förespråkare utlovar? På Chaos Computer Club i Berlin hävdar man att biometriska data är lätta att förfalska. Wir wollen eigentlich damit zeigen, wie einfach diese Technik mit simplen Mitteln zu überlisten ist. Die Biometrie soll ja ein Mensch eindeutig identifizieren. Wenn man aber diese Identität sozusagen stehlen kann und ein biometrisches System überwinden kann, dann kann man sich als diese Person ausgeben. Das ist sozusagen das grundlegende Problem. Als erstes werden wir den Fingerabdruck, den wir von dieser Flasche kopieren wollen, sichtbar machen, indem wir einigen Tropfen von Sekundenkleber in diesen Deckel tun. Und während jetzt nun dieser Kleber austrocknet, werden sich Dämpfe bilden, die sich an den fettigen Rückständen von dem Fingerabdruck hier auf dieser Flasche ablagern werden. Und dann wird der Fingerabdruck in Form einer weißen Schicht auf der Flasche sichtbar sein, sodass wir ihn abfotografieren können. Die Dämpfe von dem Kleber haben sich nun an den fettigen Rückständen vom Fingerabdruck abgelagert, sodass dieser jetzt besser sichtbar geworden ist. Wir fotografieren jetzt den Fingerabdruck möglichst deutlich, sodass wir ihn am Computer wunderbar nachbearbeiten können und wir einen kontrastreichen Abdruck hier in der Kamera haben. So. Wir haben jetzt den Fingerabdruck sichtbar gemacht und hier ein Foto von ihm, wo wir ihn gut erkennen können und werden ihn nun als nächstes nachbearbeiten, sodass die Linien noch ein bisschen herausstechen und wir dann einen wunderbaren Abdruck davon erzeugen können. Das Ganze müssen wir jetzt noch invertieren, sodass
das Bild, also der Abdruck vom Finger ein Negativbild ist zum eigentlichen Bild, sodass wir später, wenn wir unseren Abdruck darauf streichen, die drauf gestrichene Schicht wieder positiv ist. Und nun haben wir einen Ausdruck der Fingerabdrücke in einem umgekehrten Bild, sodass wir später dann jetzt gleich die Attrappenschicht darauf streichen können und diese wieder das richtige Bild des Fingerabdrucks ergibt. Und alles schaut dafür sehr gut aus. Das heißt, wir streichen jetzt einfach diesen Leim über den Abdruck und er passt sich in die Mikroform der Druckerschwärze ein. Nun, 2-3 Stunden später, ist der Kleber getrocknet und hat ist zu einer durchsichtigen Schicht geworden. Und mit der wir unseren endgültigen Abdruck erhalten. Diese können wir jetzt nun abziehen. Das ist er. Und werden sie etwas zurechtschneiden, damit sie genau auf meinen Finger passt. Und dann gleich an diesen mit etwas hautfreundlichen Kleber ankleben, sodass er eben auch ganz unauffällig an meinem Finger befestigt ist. So. Nur ehe ich meinen Finger darauf tue, muss dieser Kleber noch eine kleine Minute antrocknen. So, und in dieser Passform werde ich ihn jetzt nochmal an der ganzen Seite meines Fingers befestigen. Und voilà. Fertig ist die Attrappe. Und nun probieren wir unsere Attrappe an dem Computer des eigentlichen Besitzers dieser Flasche aus und werden uns versuchen, in seinem Namen anzumelden, und das funktioniert. Sagt auch der Computer. Eigentlich gibt es schon länger eine Gruppe hier im Chaos Computer Club, die sich mit Biometrie befasst. Aber aktuell ist der Auslöser die Einführung der biometrischen Pässe in Europa und besonders in Deutschland und die damit einhergehende Einführung der biometrischen Systeme an den Grenzstellen. Deswegen haben wir uns eigentlich damit näher befasst. Wir haben auch Gespräche geführt, zum Beispiel mit der Bundespolizei, also dem früheren Bundesgrenzschutz. Und da hat uns ein Bundesvorstand dieser Gewerkschaft der Polizei auch darüber berichtet, dass auch die Bundespolizei überhaupt nicht begeistert ist über dieses Projekt, weil ihnen klar ist, welchen zeitlichen Mehraufwand sie an den Grenzen mit diesen biometrischen Systemen, die ja auch noch nicht praxistauglich sind, haben werden. Begründet wird ja die Einführung der E-Pässe mit dem Argument, man könne sich damit, also den ganzen EU-Raum, besser vor Terrorismus schützen. Also dieses Argument ist sozusagen das Wichtigste. Also die Industrieförderung wird ja da immer nur als zweites genannt. Aber man kann sich mal fragen, was soll eigentlich an diesem neuen biometrischen Pass vor Terroristen schützen? Wenn man auf die Anschläge in New York, in Madrid oder in London blickt, dann wird man feststellen, dass natürlich die Terroristen gültige Pässe hatten, ob die biometrisch waren oder nicht. Für uns ist eigentlich völlig klar, dass es hier nur um die Förderung der Biometrieindustrie geht, um nichts weiter. Du kan byta din bankkod eller din nyckel, men det är omöjligt att byta ut sitt öga eller sin hand om dina biometriska data stjäls och förfalskas. Trots det tjänar branschen stort på uppfattningen om biometrins ofelbarhet, och uppfinningarna blir allt fler. Ici vous avez un coffre-fort biométrique. Donc pour ouvrir le coffre-fort, je pose mon doigt tout simplement et je suis identifié la porte s'ouvre. Donc il n'y a plus de code, il n'y a plus de clé. Simplement le doigt de la personne permet d'identifier et d'ouvrir la porte. C'est un coffre dans lequel on peut mettre 50 empreintes. Donc c'est largement suffisant pour ce type de coffre. Donc les applications sont l'hôtellerie, les hôpitaux, les cliniques également qui ont des problèmes de sécurité dans les chambres, mais également les entreprises, voire les particuliers.
Alors globalement, le marché de la biométrie au niveau mondial est un marché qui progresse très vite. Très vite, c'est-à-dire de façon exponentielle. La progression, elle est plus que doublée chaque année. Donc les besoins sont là, le marché est présent. En France, la progression est sensible également. Zalix a une progression de l'ordre de 30% de son chiffre d'affaires chaque année, donc c'est une progression qui est sensible. Mais néanmoins, le marché français est quand même freiné par différentes considérations et notamment certaines réglementations comme celle de la CNIL. Frankrike är ett av få länder som har en datainspektion, CNIL, som arbetar med lagen som stöd och som ska skydda medborgarna mot biometrins möjliga avigsidor. La loi fixe un principe simple, c'est que parmi toute une série de cas, elle détermine les hypothèses où il faut une autorisation de la CNIL et pas seulement un avis ou une simple déclaration pour pouvoir agir. Et parmi les cas, il y a précisément la biométrie dans toutes les hypothèses où elle n'est pas mise en place pour quelqu'un qui ne serait pas l'État. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'applique essentiellement, pour parler clairement, dans le secteur privé. Là, dans ce cas-là, nous sommes compétents pour donner une autorisation. Dans les hypothèses où ça se fait pour le compte de l'État, on est sans un régime d'avis, qui est un peu moins contraignant. Et c'est devenu vraiment le cœur du problème pour nous, puisque nous assistons à un développement considérable de demandes de biométrie, notamment par les entreprises françaises. La doctrine de la CNIL, c'est pour toutes les technologies biométriques qui laissent des traces, c'est-à-dire que l'on peut oublier sur un bureau, sur un verre, etc., comme une empreinte digitale ou comme une reconnaissance faciale via une caméra de vidéosurveillance. Pour toute cette technologie, la CNIL va donner un avis a priori défavorable, va étudier au cas par cas si elle peut ou pas aller plus loin, mais dans tout ce qui est constitution de base de données, d'empreintes centralisées par exemple, la CNIL va avoir un avis défavorable. Alors la conséquence directe, c'est que ça freine énormément d'affaires. En aucune manière, la CNIL n'a jeté l'anathème sur une formule plutôt qu'une autre. Et notamment, elle n'a jamais dit qu'elle était hostile par principe, et elle ne le dira pas, en tout cas tant que ce sera cette séance plénière, elle n'a jamais dit, elle ne dira pas qu'elle est hostile à l'empreinte digitale par principe. Elle dit simplement qu'il faut utiliser telle ou telle technique, l'empreinte digitale ou le contour de la main pour faire simple, selon la finalité que l'on cherche à atteindre. Et cette notion de finalité, c'est pas la CNIL qui l'a inventée, elle est en toutes lettres dans la loi de 78. Deuxième remarque, comment atteindre cette finalité? Principe de proportionnalité. Ce principe de proportionnalité est également en toutes lettres dans la loi de 78. Ce principe de proportionnalité veut dire quoi? Il veut dire que nous disons aux industriels, n'utilisons que les techniques juste nécessaires pour arriver à obtenir l'effet recherché. Moi, je me fie effectivement au dossier qui arrive à la CNIL pour les demandes d'autorisation. Très nettement, ce qui l'emporte aujourd'hui, c'est le contour de la main et vient ensuite derrière l'empreinte digitale. Bertil John ville helt enkelt övervaka brottslingar. Med tiden fick biometrin fler användningsområden, men i franska fängelser används den just som han tänkt. I fängelset i Saint-Étienne registreras 80 olika fakta om varje interns hand på ett särskilt kort. Donc ici nous sommes au niveau du secteur des parloirs, c'est ici qu'on va procéder à la lecture du badge qui a été établi tout à l'heure. Donc le badge se passe comme ceci. L'appareil vous demande de poser la main. Et le témoin vert indique donc que l'entrée est acceptée. Donc ensuite ça permet d'aller au niveau du service des parloirs, donc de visiter sa famille, en fait de rencontrer sa famille. Et à l'issue du parloir, effectivement, la même procédure sera faite, ce qui permettra effectivement de s'assurer que c'est bien la bonne personne qui sort du parloir et que ce n'est pas quelqu'un qui essaye de se faire passer pour la personne détenue. Auparavant, on utilisait un système avec de l'encre sympathique qui permettait de reconnaître les personnes qui se rendaient au parloir, donc on les marquait avec cette encre invisible.
et qu'on détectait sous une lumière ultraviolet. Mais c'est vrai que c'est un dispositif qui peut éventuellement être pris en défaut. Il y a eu des cas, il y a eu des évasions, des personnes qui prenaient les habits d'autres de visiteurs et qui essayaient de sortir. Donc avec ce moyen de contrôle, on a la certitude que la personne détenue qui sort est bien la personne qui est entrée dans les parloirs et qu'elle sort par le bon cheminement, c'est-à-dire le cheminement réservé aux détenus et non pas avec les familles en essayant de rejoindre la sortie. Och när internen har avtjänat sitt straff raderar man alla fakta ur fängelsets system. Il faut toujours pouvoir bénéficier d'un droit à l'oubli. C'est la raison pour laquelle les Français doivent toujours être exigeants à propos, et c'est le rôle de la CNIL de le faire, à propos de la durée de conservation des éléments qu'on va garder dans un fichier biométrique, par exemple. Et nous sommes extrêmement rigoureux sur ce point. Nous exigeons toujours que l'on fixe une date, une durée de conservation des données. Parce que le droit à l'oubli est inhérent à la directive et à la loi française. Il faut pouvoir faire en sorte qu'à un moment donné, on sorte du fichier. Qu'on n'y soit pas pour l'éternité. On est bien conscient que tout cela évolue. La réponse, elle est donc dans une pédagogie puissante pour faire en sorte que tous nos concitoyens prennent conscience qu'ils doivent faire preuve d'autovigilance. C'est-à-dire que désormais, nous allons vivre dans un monde où nous allons devoir nous-mêmes exercer une vigilance supplémentaire. Moi, je n'accepte pas qu'on limite ma liberté d'aller et venir, ni ma liberté de penser, ni ma liberté d'expression. Je n'accepterai pas qu'on limite non plus de manière anormale, sans mon consentement, ma protection, la protection de mes données personnelles. Biometrin har framtiden för sig. Kroppen, som har blivit vår nya namnteckning, håller på att förvandlas till fakta och siffror. Identitet är inte längre ett socialt begrepp och grupptillhörigheten avgör inte längre vem vi är. Allt får nu ge vika för en ny identitet som består av ettor och nollor och som alltid kan mätas.